Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve avec Tuan pour une interview one-to-one. Hello! Salut. Du coup, Tuan, tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Alors moi c'est Thuan, j'ai 26 ans. Mes parents viennent du Vietnam, donc je suis d'origine vietnamienne, première génération née en France. Et je fais partie de l'équipe Sororasi, donc c'est un réseau d'entraide de femmes et de minorités de genre asiatiques. Et j'ai aussi créé une web-série qui s'appelle Origine TV, qui vise à recueillir des témoignages et des histoires d'immigration en France, dans le paysage français. Et parallèlement, je suis vidéaste et monteuse. Trop cool. Est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as pris conscience qu'être une femme c'était un enjeu dans la société? Alors, je pense que j'ai pris conscience que j'étais asiatique avant de prendre conscience que j'étais une femme. Ah, Donc ça a été, j'ai pris conscience. En fait, mes multiples identités, j'avais pas compris avant, je pense, mon adolescence, qu'elles se rejoignaient. Et en fait, à chaque fois, je les séparais. Donc du coup, j'ai pris conscience avant tout que j'étais asiatique, notamment parce que, bon, enfin, je pense que c'est assez flagrant, ça se voit tout de suite à l'école. J'ai grandi dans une famille qui reste pas mal dans la communauté asiatique, enfin vietnamienne notamment. Et du coup, je ne parlais pas français avant d'aller à l'école. Pourtant, je suis née en France. ah. Donc, j'ai passé jusqu'à mes 3 ans, en fait, juste avec la famille. Et je ne voyais aucun français, enfin, aucun non-vietnamien, littéralement. Et je suis arrivée à l'école et j'ai appris le français sur le tas à l'école. Et forcément, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais différente, parce que je ne parlais pas la même langue, tout simplement, mais aussi de par mes traits, c'est les moqueries de la cour de récré. Et c'était surtout visé sur mon identité asiatique et mes traits asiatiques plutôt que sur le fait que je sois une fille. Hmm. Mais ça, je m'en suis rendu compte très très jeune. Je me rappelle qu'au primaire, je voulais changer de nom parce que je me faisais charrier sur mon nom. Mon nom entier, c'est Tuan Diong, donc du coup, Ding Dong, Jing Chong, machin. Je suis rentrée chez ma mère, je lui ai dit que je voulais changer de nom, je voulais m'appeler Émilie. Ah ouais, Pourquoi ce nom, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a giflé direct. Pourquoi ça t'appeler ça Émilie, c'est. ça va pas, je te donne un nom. Et mon nom, enfin, ça a une importance pour moi aujourd'hui parce que je l'ai réapproprié et j'aime vraiment mon nom. Ça signifie automne paisible. Et Oh. c'est un beau nom enfin, tu vois, j'ai passé beaucoup de temps à vouloir le rejeter. Au final, je me suis réapproprié. Donc j'ai commencé d'abord par faire un travail autour de mon identité asiatique. Et c'est un peu plus tard que je me suis rendu compte, en fait, je dirais au collège et au lycée, quand tu commences à avoir des remarques, quand on commence à te sexualiser, en fait. Et tu as des remarques du genre, ah, les Asiates, elles ont des petites chattes, tu vois. Ah ouais. Pardon, je sais pas si c'est bon. Ouais, c'est ok. Les Asiates, elles ont des petits vagins. Donc, c'est ce genre de remarques que tu as qui sont très violents pour une adolescente, préadolescente C'est clair. de 12 ans. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, en tant que femme asiatique, on me voit d'une certaine manière, en fait. Et à côté de ça, chez moi, dans la sphère privée, il y avait beaucoup d'injonctions qu'on m'imposait en tant que femme. On me disait, il faut que ta place il faut que tu saches faire à manger, il faut que tu saches faire le ménage, il faut que j'apprenne ça. À ton âge, je le faisais déjà, j'aidais beaucoup ma mère, toi tu sais pas le faire, comment ça se fait, tu vois. Et c'est des choses où je me disais, au début, je me disais, c'est parce que je suis asiatique, parce que je suis dans un foyer vietnamien que j'ai ce genre de remarques. Hmm. Et je me rendais pas compte que c'était propre à une société entière, mais moi, je le prenais vraiment au niveau de ma communauté, et Ouais. c'est petit à petit, je dirais plus, ouais, lycée, 18 ans même, j'ai compris qu'en fait c'était commun, c'était Ouais. commun à toutes, que évidemment on a nos particularités culturelles, mais malgré tout ça reste commun à toutes. Et je dirais que c'est vers là. Mais j'ai, en tout cas, à partir du lycée, collège, j'avais déjà quand même cette idée que je voulais faire à l'opposé de ce qu'on me disait. Donc, du Ouais. coup, si on me disait il faut que tu fasses à manger, je refusais d'apprendre à faire à manger. Les filles doivent s'habiller comme ça. Donc, moi, je m'habillais en baggy. J'étais un peu donc, comme garçon manqué, mais on n'aime pas ce terme, on va dire fille réussie, du Tout à coup. fait. Mais en tout cas, on m'appelait beaucoup garçon manqué. Et ça, c'était limite un rejet que je faisais parce que je me disais je veux faire l'opposé. Et c'était ma manière de contrer, en fait, Ouais. c'est toutes les injonctions qu'on m'imposait. Ouais, je vois très bien. C'est hyper intéressant. Aujourd'hui, du coup, parce que c'est ça l'intersectionnalité en fait, c'est tu as le genre et puis tu as d'autres caractéristiques, notamment les origines qui font que t'es ce que t'es. Aujourd'hui, enfin t'en parlais tout à l'heure dans le talk show, tu disais qu'il y a une part de ta culture
et une part de ton genre. Et enfin, où est-ce que tu fais la part des choses? Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est clair, en fait, ce truc-là, de qu'est-ce que tu gardes de ta culture et que tu veux appliquer et que tu veux certainement donner en héritage à tes enfants aussi? Et où est-ce que tu mets des limites, malgré ce que la culture te dit, parce qu'en fait, tu décides que bah, t'as pas envie de faire comme ça, tu vois. Est-ce que c'est clair pour toi aujourd'hui, ce distinguo, entre guillemets, enfin, ces Ouais, choix? je dirais que, en tout cas, j'ai l'impression que c'est de plus en plus clair. Après, il y a toujours des choses, je pense, où on est toujours un peu dans le flou. On se pose encore des questions, je découvre encore chaque partie de mon identité, je me déconstruis encore sur chaque partie de mon identité. Mais en fait, je dirais surtout, au lieu de faire la part des choses, ce que j'ai appris à faire, c'est de comprendre chaque côté. Et en fait, de comprendre que moi, quand j'étais plus jeune, quand ma mère me disait il faut que tu apprennes à faire à manger parce qu'une femme sait faire à manger. Ce que je comprenais derrière, c'était il va falloir que je fasse à manger pour un homme ou pour ma famille ou machin, et que je vais être soumise. Et en fait, ce qu'elle voulait me dire, mais avec cette pudeur et avec on n'a pas forcément les mots pour discuter, aujourd'hui on en a beaucoup parlé, mais ce qu'elle voulait surtout me dire, c'est il faut que tu apprennes à prendre soin de toi-même et de ton foyer, parce qu'en fait, il faudra que tu comptes que sur toi-même. Donc il ne faut pas que tu comptes sur quelqu'un d'autre. Maman, elle sera plus là pour te faire à manger, il faut que toi, tu apprennes à le faire. C'est pas ton mari qui va le faire, c'est pas tes enfants qui vont le faire. En fait, c'est juste sois indépendante. Ouais. Mais c'est sa manière de dire, c'est sa manière d'être indépendante, ouais. Tu vois. Et en fait, dans une société où à un moment donné, on se disait que le féminisme s'arrêtait à dire qu'on n'allait pas faire à manger, on doit absolument travailler. Enfin, en fait, à un moment donné, l'image du féminisme, qu'on nous renvoyait, qu'il y avait beaucoup dans les médias, c'était ça, c'était des femmes qu'on voulait diviser en fait les combats, tu vois. On voulait diviser les combats en renvoyant une certaine image où tu te disais, bah, en fait, moi, si je fais à manger, j'aurais pas ma place dans le féminisme actuel, ou moi, si je fais le ménage chez moi, j'aurais pas ma place dans le féminisme actuel, ce qui est complètement faux. Mais c'est l'image qu'on renvoyait dans les médias. Et moi, j'ai vite en fait essayé de comprendre ce que ces injonctions-là, en fait, signifiaient derrière. Ouais. Et en fait, tout le côté matriarcat qui existe dans la culture vietnamienne, que j'arrivais pas à comprendre avant, que pour moi, c'était que du patriarcat, mais en fait, il y a ce côté de tu prends soin de ton foyer. Et ça, j'ai essayé de mieux le comprendre. Donc, je dis pas que je ferais les mêmes choses que ma mère, je pense pas. Je pense que je prendrais un peu des deux aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une part de moi qui comprend mieux, en fait, maintenant, que ce discours qu'elle a, c'est pas un discours soumis, c'est au contraire, en fait, c'est un discours qui t'élève. Oui, bah, très bien. Et justement, bah, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais à ton échelle, tu vois, dans cet enjeu d'être une femme et d'être une femme asiatique? Je pense que déjà, au quotidien, c'est de parler de ce genre de choses. De parler de ce genre de choses avec des gens qui peut-être ne sont jamais posé la question ou n'y réfléchissent pas de cette manière, notamment avec ma mère. C'est un gros c'est un gros pas en avant qu'on a fait avec ma mère en fait. On parle beaucoup de ce genre de choses. J'ai grandi un peu, j'ai un frère mais qui est parti assez tôt de la maison, donc j'ai passé beaucoup de temps dans mon adolescence juste avec ma mère. Et en fait, on a fait beaucoup de chemin ensemble. Et ce qui est assez beau, parce que c'est des sujets qui de base, elles ne se sont pas concernées, ou en tout cas, elles ne pensent pas qu'elle est concernée. Et en fait, petit à petit, tu sens son discours changer jusqu'à aujourd'hui où elle a des petites filles, donc mes nièces, où son discours est très différent de quand moi je suis née. Tu vois. Et c'est ça qui est beau à voir, de voir le progrès chez les gens, même au long terme. On parle de 26 ans d'écart, mais c'est pas grave, en 25 ans, il y a des idées qui ont changé et c'est ça qui est important. Et de le faire au quotidien, en fait, avec des gens au quotidien. Je pense qu'il y a la convergence des luttes, en fait, que j'essaie de faire comprendre aux gens, que c'est pas parce que je suis une femme que je vais pas défendre mon identité asiatique, ou que je suis asiatique, que je ne vais pas défendre mon identité de femme, et en plus de ça, que je ne vais pas défendre l'identité d'autres femmes ou d'autres minorités de genre, qui pour moi sont tout aussi importantes que les luttes qui me concernent. Parce qu'en fait, au final, on est toutes et tous dans le même bateau. Donc je pense qu'au quotidien, c'est ça. Et à côté de ça, du coup, je parlais d'Origine TV. Ce qui, moi, me passionne aussi, c'est les histoires de nos familles. C'est pourquoi on est là aujourd'hui, en fait. Pourquoi on est là et pourquoi on a l'identité qu'on a aujourd'hui. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire pour laquelle, il y a une raison pour laquelle toi et moi et d'autres gens, on est des premières générations nées en France. Et quel parcours ont fait nos parents. Et c'est pour ça que dans cette série, on demande à des gens immigrés le travail de déracinement qu'ils ont fait et de réintégration.
et quels obstacles ils ont traversés, quelle fierté ils ont eu en faisant tout ça. Et ça, c'est un truc qui me fait avancer en fait dans ma déconstruction et dans mes identités à moi. C'est beau. C'est trop bien. Ça serait quoi du coup ton rêve pour les générations à venir? Elle est dure celle-là. Mon rêve pour les générations à venir, je pense que ce que je rêve, c'est plus de tolérance en fait, tout simplement. C'est en fait qu'on soit tous et toutes tolérants envers tout le monde en fait, et que de ne pas exclure un groupe, d'inclure tel groupe et d'exclure tel groupe, ou de se dire parce que moi, ma culture, elle me dit ça, donc moi, j'accepte pas ça. En fait, ce que je déteste, c'est de justifier des discriminations par la culture. Dire parce que moi, j'ai grandi dans ça, du coup, moi, ce genre de choses, je comprends pas. Mais en fait, quand tu discrimines envers quelqu'un d'autre, même si toi, tu es une personne racisée, ou même si toi, tu es une personne discriminée de par ton genre, ou de par autre chose, ou de par ta classe sociale, peu importe, ça justifie pas que tu le fasses pour quelqu'un d'autre, en fait. Et pour moi, je pense qu'il y a besoin de converger tout ça, et qu'il y ait plus de tolérance envers tout le monde, tout simplement. J'entends beaucoup de discours en fait, de gens qui me disent que récemment, mais en fait, le racisme anti-asiatique, ça existe que depuis le virus, tu vois. Ou le racisme anti-asiatique, ça va, c'est rien, on s'en fout, c'est juste des blagues et tout, ça vous empêche pas d'avoir du taf, tu vois, des trucs comme ça. Et t'es là, bon déjà, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, donc juste justifier le racisme anti-asiatique depuis le Covid, c'est peut-être que depuis le Covid, il a été mis en lumière, mais il existe depuis toujours. Moi, c'était des remarques, des trucs que j'ai vécu, des micro-agressions que j'ai vécues, j'en ai vécu toute ma vie. Et ça, tu vois, parfois on est fixé sur une lutte et on en oublie une autre. Là, je te parle de ce que je connais, mais c'est pareil de l'autre côté. Je connais beaucoup de communautés asiatiques qui vont dire oui, nous, on se fait lyncher sur ça, et on se fait lyncher aux États-Unis notamment par des communautés noires. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, en fait, il y a une division, il y a de plus en plus d'intolérance, et on va plus mettre en lumière nos différences, alors qu'en fait, on va oublier là où on se rejoint, en fait. Pour les mêmes raisons. Exactement. Ouais. Ok, trop beau. Et du coup, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, un petit mot pour la fin. C'était trop beau ce qu'elle avait dit tout à l'heure. Je peux pas reprendre la même chose. Moi, je pense le mot pour la fin, pour moi, ce qui est super important, c'est le respect des autres et le respect de soi-même. Et en fait, de se poser un instant et se dire, ok, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, mais si ce que tu fais ou ce que tu dis va impacter négativement quelqu'un d'autre ou va être négatif pour quelqu'un d'autre, reprends-toi. Rappelle-toi que voilà, il y a le respect avant tout en fait. Et en fait, si tout le monde fait ce geste-là, juste ce geste de se respecter, on a l'impression que qu'on en demande beaucoup alors que c'est très simple de se respecter. On n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, je pense. Et si on peut avancer comme ça, en se respectant, on aura fait un gros pas déjà. Ouais. Donc vraiment, en gros, ta liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Exactement. Et bon, du coup, le respect, ça s'applique au respect. Ouais, exactement, c'est ça. Trop cool. Merci beaucoup, Tuan. Merci à toi, Clémence. Et du coup, merci à toutes les personnes qui nous ont regardés. Et vous aurez toutes les informations sur Tuan, sur Origine TV et Sororazi qui seront dans la bio. Et n'hésitez pas à les suivre et à regarder tout ce qui s'y passe. Merci. Merci. Ciao, ciao.